Et si je vous disais que j'avais déjà vu une Rolex qui attrapait la cuillère de votre thé via un aimant surpuissant et qui était aussi capable de servir de scie circulaire? Et si je vous disais que j'avais aussi vu une Omega avec laser qui coupe le métal et une autre qui pouvait servir de bombe? Bien entendu, vous me diriez que je suis au cinéma. Mr. Bond. James Bond. Et oui, James Bond est probablement le personnage qui fait le plus parler de ses montres. Il est même devenu un véritable cas d'école, que ce soit pour le marketing et le placement produit, ou pour les amateurs d'horlogerie. Bien sûr, lorsqu'on parle des montres de l'agent secret le plus célèbre de la planète, tout le monde pense à la guerre médiatique entre Omega et Rolex. Mais les montres de James Bond ne se résument pas uniquement à la Rolex Submariner et à la Omega Seamaster. Il existe d'autres marques qui ont elles aussi été portées par 007, comme une Breitling avec compteur Gégère, une Seiko permettant de recevoir des messages secrets, une Hamilton qui s'allume tout simplement. Son nom est synonyme de technologie de pointe, de classe, d'élégance et de bon goût. Et ce depuis ses débuts en 1962 dans James Bond 007 contre Dr No, jusqu'à 2020 avec la sortie prochaine de Mourir peut attendre. Bond. James Bond. On vous embarque donc pour un voyage dans le temps à travers les garde-temps du matricule 007 qui nous berce depuis bientôt 70 ans maintenant. On finira avec une surprise qui est une véritable icône de l'horlogerie découverte au poignet d'une James Bond Girl et qui a même tiré son surnom du nom du personnage en question. En commençant avec des montres américaines aux origines helvétiques, avant de passer chez les Suisses à proprement dit dont le géant Rolex pour plusieurs années, puis de se ranger du côté des innovations japonaises de Seiko, avant de revenir à la Suisse avec un petit détour par Tag Heuer et une longue période Omega, James Bond a définitivement prouvé au monde qu'il était un amateur de belles montres. Les marques se battent pour les contrats d'exclusivité qui mettront leurs produits en avant dans les différents films de la franchise et qui boosteront les ventes à coup sûr. Omega a même lancé un modèle anniversaire James Bond en 2017 qui n'a pas été porté par l'espion pendant les films mais qui fait référence à l'histoire de ces monuments cinématographiques. Vous trouverez le lien de notre article sur le sujet en description. D'autres marques, dont Swatch, ont profité de la renommée de l'espion pour des éditions limitées qui ont rencontré de francs succès. James Bond fait sans aucun doute l'objet de contrats mirambolants qui décident de la prochaine montre qui sera vue à son poignet. Mais on remarque que l'aspect classe et élégant, ainsi que l'idée de matériel résistant à des conditions extrêmes, sont toujours des points importants pour les choix finaux. Les individus en charge des contrats et du choix des accessoires semblent bien vouloir respecter une certaine cohérence entre les montres choisies et le personnage inventé par Ian Fleming, qui était d'ailleurs lui aussi dans l'espionnage en Angleterre. Rentrons dans le vif du sujet avec la Gruen Precision 510, qui a une place très particulière dans l'histoire des montres de James Bond, puisqu'il semblerait que ce soit la toute première montre avec laquelle il apparaît sur grand écran, dans la scène de casino et dans celle de l'arrivée à l'aéroport en Jamaïque du premier opus sorti au cinéma, James Bond 007 contre Dr No, en 1962. Bond la porte également dans Goldfinger 2 ans plus tard, notamment pendant son combat contre Odd Job, l'homme au chapeau melon bien aiguisé. Dans les deux films, il aurait pu se contenter de sa Rolex Submariner, dont on vous parle juste après, puisqu'elle se marie aussi bien avec un costume 3 pièces qu'avec un maillot de bain. Mais il semble qu'il ait eu envie de changement. La marque Gruen, de son nom complet Gruen Watch Company, fut pendant une période la plus importante maison horlogère américaine du monde. Elle a vu le jour en 1894 dans l'Ohio, à l'initiative de Dietrich Gruen, un horloger d'origine allemande ayant étudié en Suisse, et de son fils. Elle connut un très grand succès, puis des périodes difficiles, avant de sombrer en 1958. La Gruen Precision 510 était constituée d'un boîtier aux finitions en or de 34 mm. Une taille qui fait penser à une montre pour femme aujourd'hui, mais qui était considérée comme une taille moyenne et très répandue à l'époque, surtout pour les montres habillées, aussi appelées dress watches, comme celle-ci. Elle était animée par un mouvement d'origine suisse à 17 rubis et offrait un sous-cadran petite seconde à 6 heures, joliment travaillé sur un cadran blanc classique mais efficace. Les Rolex Submariner ont suivi Monsieur Bond dans plusieurs de ses missions d'infiltration, comme ce sera le cas des Omega Seamaster dont on vous parlera plus tard. C'est le monumental Sean Connery qui porte cette Submariner Big Crown 6538 dans les 4 premiers épisodes de la série. James Bond 007 contre Dr No, sorti en 1962, Bon baiser de Russie en 63, Goldfinger en 64, et enfin Opération Tonnerre en 65. Cette référence sera même appelée la Bond Submariner. Elle est constituée d'un boîtier Oyster, forme tonneau de 38 mm de diamètre et est reconnaissable de par sa couronne bien plus imposante que sur les autres références de Submariner, ainsi que par l'absence de protège-couronne. Produite entre 1954 et 1959, elle est très recherchée par les collectionneurs. Elle est entraînée par un calibre 10-30 et annoncée une étanchéité à 300 mètres. La Submariner, référence 5513, fait partie de l'attirail de Bond dans l'épisode de 69, au service secret de Sa Majesté, film dans lequel l'espion tente de vaincre Blofeld, qui travaille sur un virus capable de rayer toute vie végétale de la surface de la Terre. Il la portera également dans l'épisode de 73, Vivre et laisser mourir. Il s'agit là d'une version modifiée par Q, qui est en charge de l'équipement de Bond. Cette version peut alors se transformer en un aimant surpuissant à la simple rotation de la lunette, qui fait passer les index du cadran de la couleur blanche habituelle à une couleur rouge sang. Vous verrez d'ailleurs que ce changement de couleur reviendra plus tard sur une autre de ses montres. Fidèle à lui-même, James trouvera une utilisation plutôt cocasse à cette option d'aimant.
Autre nouvelle, une pression sur le verre de la Submariner va lancer sa lunette et son cadran dans une rotation si rapide que la montre deviendra une sorte de scie circulaire, que James Bond utilisera pour couper la corde qui le retient prisonnier dans une scène de cet opus. L'année d'après, dans L'Homme au pistolet d'or, Roger Moore portera à nouveau cette Rolex Submariner 5513. Dans cet épisode, Francisco Scaramanga, l'homme au pistolet d'or lui-même, semble bel et bien obsédé par ce métal précieux, puisqu'en plus de son arme et de ses bagues en or, il porte une Rolex Cellini King Midas. Il s'agit d'une montre de la collection Cellini, fortement inspirée de la Rolex King Midas référence 9630, qui était lors de sa sortie en 64 la Rolex la plus lourde et la plus chère qu'il soit, en partie en raison de l'utilisation d'or massif pour sa conception. Elle fut produite à 1000 exemplaires seulement, et c'est la seule Rolex qui fut dessinée par Gerald Genta, un génie du design horloger qui a révolutionné l'industrie au début des années 70, et dont on vous reparlera bientôt en vidéo. La Cellini King Midas de Scaramanga est elle aussi originale, mais moins rare et plus accessible que la référence 9630. Pour revenir à la Submariner 5513, elle fut produite de 1962 à 1989. Elle offrait à sa sortie une étanchéité à 200 mètres. Il s'agit d'une Submariner no date, donc sans date, aujourd'hui également très recherchée par les passionnés de la marque à la couronne. Bond va changer de modèle après 74, puis revenir à la Submariner avec Permis de tuer en 89. C'est Timothy Dalton qui incarne pour la deuxième et dernière fois l'espion emblématique à la place si importante dans la culture pop internationale. La Rolex Submariner 16610 est sortie la même année que le film en 89 et fut produite jusqu'en 2010. Il s'agit de ce qu'on appelle une Subdate. Elle est donc équipée d'un guichet de date à 3 heures et du fameux cyclope Rolex sur le verre. Elle annonce une étanchéité à 300 mètres et est équipée d'une lunette rotative en aluminium sur un boîtier de 40 mm de diamètre et entraînée par le calibre 31-35. James Bond porte sa 16610 pendant une scène sous-marine, faisant honneur à cette plongeuse, au moins aussi emblématique que le personnage qui la porte. Dans l'épisode de 69, au service secret de Sa Majesté, unique film dans lequel un certain George Lazenby incarnait James Bond, on le voit porter une Rolex chronographe 6238 considérée comme une pré-Daytona, en plus de sa Submariner que l'on a évoquée. La chronographe 6238 fut produite au début des années 60, environ entre 61 et 68. En petite collection de quelques milliers de pièces seulement. Il s'agit d'un chronographe à remontage manuel, dans un boîtier en acier inoxydable de 36 mm de diamètre pour 10 mm d'épaisseur, fermé avec un verre en plexiglas et entraîné par un mouvement manuel Valjoux 72. La montre possède presque toutes les caractéristiques techniques et visuelles qui feront le succès de la Daytona, mais il faudra attendre la référence 6239 en 1965 pour que le nom Daytona fasse son apparition sur le cadran. Voilà pour Rolex, mais d'autres marques sont présentes dans la saga, comme Seiko, Hamilton ou encore Breitling. La Breitling Top Time référence 2002 est présentée à James Bond par Q, le spécialiste de l'équipement, dans Opération Tonnerre en 65. Elle a été modifiée par l'expert en miniaturisation et en accessoires pour y intégrer un compteur GGR, qui sera utile à l'espion dans sa mission qui consiste à localiser des bombes atomiques. C'est la toute première montre modifiée par Q en un gadget en adéquation avec la mission qu'il a à accomplir. Elle marque donc le début d'une longue série. La Breitling Top Time 2002 est un chronographe sportif élégant qui était proposé à un prix accessible pour l'époque. Elle était équipée d'un calibre Valjoux 7730 ou 7733 selon les références exactes. Une autre Breitling était clairement mise en avant dans Opération Tonnerre. Il s'agit de la Breitling Navitimer référence 806 portée par un pilote de l'armée française appelé François Dorval dans le film. Le début des années 70 fut marqué par l'arrivée des montres à quartz et par le développement des montres à affichage digital. L'espion étant connu pour être à la pointe de la technologie, c'est sans surprise que Roger Moore, l'incarnant pour la première fois dans l'opus de 73 Vivre et laisser mourir, est présenté portant une Hamilton Pulsar P2 2900 LED. Il nous prouve d'ailleurs l'avantage de son utilisation nocturne en appuyant sur le bouton poussoir qui affiche l'heure en chiffre rouge grâce à des LED. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule quartz que Bond portera. Cette Hamilton Pulsar P2 est l'évolution de la Hamilton Pulsar P1 lancée en 72 et considérée comme la toute première montre électronique à affichage digital au monde disponible sur le marché. Il s'agissait donc d'une véritable prouesse technologique à la sortie du film. En 77, dans L'espion qui m'aimait, James Bond porte une Seiko DK001 0674 5009. Elle a elle aussi été modifiée spécialement pour l'espion puisqu'elle sert à Bond pour recevoir des messages sur des petites bandes en plastique sortant directement de la montre. James Bond va porter la même montre pendant tout le film, ce qui est assez rare. Il s'agit d'une montre à quartz à affichage digital LCD indiquant la date et le jour de la semaine. En 79, dans Moonraker, James Bond reste chez Seiko et adopte la référence M354-519 Memory Bank Calendar. Il s'agit encore une fois d'une version modifiée par le MI6, donc difficilement disponible chez votre horloger préféré, et heureusement puisqu'elle inclut un explosif que l'espion placera sur une grille qui lui bloque le passage, qu'il reliera avec un mécanisme filaire à sa Seiko, qui servira alors de détonateur pour faire exploser la grille, et ainsi lui ouvrir la voie pour éviter de brûler vivant sous les réacteurs d'une fusée. Il en profitera pour jeter un œil à sa montre après l'explosion, et il plaisantera sur le fait qu'il soit pile à l'heure. Bang on time. Vous verrez plus tard que ce n'est pas la seule montre de Bond qui servira de détonateur. La Seiko M354 Memory Bank Calendar est une montre à quartz à affichage digital LCD en acier inoxydable, offrant une fonction de calendrier sur 88 ans et possédant une mémoire interne vous permettant de noter les anniversaires ou autres rendez-vous et de mettre une alarme en place à une date précise. Fonction rare pour l'époque.
La marque japonaise semble avoir tapé dans l'œil de l'espion britannique, en plus d'avoir certainement signé des contrats à plusieurs zéros avec les producteurs. Dans Rien que pour vos yeux, sorti en 81, Roger Moore porte une Seiko H357 5040. Le MI6 a cette fois modifié cette montre pour en faire un moyen de communication avec l'espion. James Bond reçoit un message écrit qui s'affiche en lettres rouges défilant sur l'écran sur le haut du cadran, et il entend également la voix d'un agent du MI6 qui utilise donc la Seiko en guise de téléphone. Une sorte d'ancêtre des smartwatches d'aujourd'hui. La Seiko H357 5040 est une montre à quartz offrant un double affichage digital et analogique. Elle est en acier inoxydable et possède une fonction chronographe ainsi qu'une alarme. On reste chez Seiko avec cette référence G757 Sport 100 portée par le grand Roger Moore dans Octopussy en 83. Sa version modifiée est équipée d'un système qui permet de localiser un tracker qui sera placé dans un œuf de Fabergé pendant le film. Il s'agit ici encore d'une montre à quartz en acier et plastique avec un affichage digital LCD qui inclut un affichage original du compte à rebours des secondes sur la partie en haut à gauche de l'écran et des fonctions d'alarme, de chronographe, d'indicateur de la date du jour et de la semaine. Dans le même film, Q présente également à James Bond une Seiko T001 5019 à quartz équipée d'un écran LCD en couleur permettant un affichage vidéo. Dans le film, la montre est reliée à une caméra que l'espion pointe sur le décolleté plus que plongeant d'une collaboratrice du MI6 présente dans la salle avant de féliciter Q pour la qualité de l'image. Perfect image, Q. Really 007. Un humour grivois qui passerait certainement plus difficilement par les temps qui courent, mais qui allait parfaitement avec le personnage et les mœurs de l'époque. La T001 fut présentée par Seiko en 82 et fut la première montre télé commercialisée au monde, des décennies avant l'arrivée des montres connectées et autres smartwatches. Elle propose deux écrans distincts, un écran fin sur la partie haute du cadran affichant l'heure et servant à régler l'alarme et la date, et un second écran s'étalant sur la plus grande partie du cadran et destiné à afficher la vidéo. Pour faire fonctionner cette option, il fallait brancher une sorte d'adaptateur sur le haut du boîtier de la montre et le relier à un câble avec un récepteur de la taille d'un Walkman que l'on plaçait dans sa poche ou dans son sac. On pouvait également brancher des écouteurs au receveur et profiter du son en plus de l'image. Le receveur permettait d'avoir accès à la majorité des chaînes de l'époque ainsi qu'à la radio sur la bande FM. Un exploit pour 82, même si l'image était de bien plus basse qualité que ce qui nous est montré dans Octopussy. Pour son dernier James Bond intitulé Dangereusement Vôtre sorti en 85, Roger Moore resta fidèle à Seiko en arborant tout d'abord une magnifique Seiko 7A28 70-20 en acier. La série Seiko 7A28 fut la première à proposer des chronographes à quartz à affichage analogique. La montre portée par James Bond est une Seiko 7A28 70-20 SPR 007 avec un cadran blanc. Plus tard dans le film, pendant une course-poursuite dans les escaliers de la Tour Eiffel, on peut apercevoir à son poignet une Seiko H558 500 SPW001. On ne la voit que très brièvement dans le montage final du film, mais elle est bien plus présente dans une scène coupée dans laquelle James Bond sort de prison à Paris et se voit restituer ses effets personnels, dont cette Seiko. Dans cette scène, le policier remarque que la montre a quelque chose d'inhabituel. En effet, elle a été modifiée par le MI6 pour y inclure une sorte de corde de piano prévue pour les étranglements. Lorsque le policier le fait remarquer à James Bond en lui rendant, il répond simplement en disant « From Russia. With love. Une référence claire à la scène d'ouverture du film de 63 portant le même titre, et dans laquelle un garde utilise une montre avec cette fonction pour étrangler un individu déguisé en James Bond, alors joué par Sean Connery, lors d'un entraînement. Toujours dans Dangereusement Vôtre, on aperçoit une autre montre au poignet de l'espion, impossible à reconnaître à l'image. On sait cependant qu'il s'agit d'une Seiko 6923 8080 SPD 094, une montre à affichage analogique au boîtier de 36 mm en acier bicolore, or argent, sorti peu avant le tournage du film, et animé par un mouvement à quartz et offrant un guichet à 3 heures, indiquant le jour de la semaine et la date. Elle offre un beau cadran blanc ou or selon les modèles et elle fait beaucoup penser à une Rolex Datejust dans son style. En 87, avec Tuer n'est pas joué, on sort de la période Seiko pour James Bond et on revient au classique en se penchant sur des marques suisses. C'est Timothy Dalton qui incarne Bond pour la première fois dans cet opus et on le voit porter une Tag Heuer 980 031 Night Dive. La Tag Heuer 980 031 Night Dive est une plongeuse relativement classique entraînée par un mouvement automatique avec une fonction de quantième, étanche à 200 mètres et équipée d'un guichet de date à 3 heures. Il existe un doute concernant la montre exacte du film, ce dernier ayant été tourné à l'époque à laquelle le groupe Tag rachetait la marque Heuer. La présence du logo Heuer ou celui de Tag Heuer sur le cadran reste un mystère. On va maintenant entrer dans la période passionnante de la collaboration entre Omega et 007. Mais juste avant, si vous passez un bon moment, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos sur le monde de l'horlogerie. On répond à tout le monde, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis et pour nous dire quelle collection de montres de personnages réels ou fictifs vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Mais revenons à notre sujet. En 95, c'est Pierce Brosnan qui revêt pour la première fois le costume de l'espion à l'humour piquant et au charme surpuissant dans GoldenEye. C'est également le premier Bond dans lequel il porte une Omega, la Omega Seamaster professionnelle 300 mètres 2541 80 00.
Il s'agit d'une version améliorée par Q comme on en a maintenant l'habitude. Celle-ci est équipée d'un laser qui permet de couper le métal, mais aussi d'un mécanisme de détonateur à distance pour une bombe. On découvre dans GoldenEye que Alec Trevelyan, un ancien agent du MI6 étant passé du côté obscur, porte lui aussi une Omega Seamaster. Il explique d'ailleurs qu'il s'agit d'un ancien modèle comparé à la montre de Bond, mais qu'il connaît son fonctionnement, confirmant que ces Seamasters furent offertes aux agents par le MI6. La Omega Seamaster Professional 300 m 2541 80 00 est une plongeuse en acier au boîtier de 41 mm de diamètre annonçant une étanchéité à 300 mètres. Elle est dotée d'une valve à hélium et d'un calibre Omega 1538, un mouvement à quartz avec indicateur de fin de batterie. Son cadran bleu décoloré avec des motifs de vagues et offrant un guichet de date à 3 heures est protégé par un verre saphir bombé anti-reflet et anti-rayure. Dans Demain ne meurt jamais, sorti en 97, Pierce Brosnan a pris du galon et porte une Omega Seamaster Professional 300 m référence 2531 80 00. Un seul chiffre change dans la référence, mais dans les faits, cela change tout. Il s'agit presque exactement du modèle précédent, mais équipé d'un calibre Omega 1120, un calibre mécanique offrant une réserve de marche de 44 heures. Le bleu du cadran et les motifs vagues ont un peu évolué également, mais les autres caractéristiques restent inchangées. Le modèle porté par James Bond semble être équipé d'un cadran noir mat plus discret. Il l'a choisi d'ailleurs dans une boîte de montres dans laquelle on peut apercevoir plusieurs modèles emblématiques, notamment un garde-temps qui semble bien être une Cartier Santos, et d'autres montres plus difficiles à reconnaître. Si vous avez une idée, dites-le nous en commentaire. On retrouvera cette référence 2531 80 00 au poignet de Bond dans Le Monde ne suffit pas en 99. On découvre alors certaines des modifications apportées par le MI6, à savoir l'ajout d'ampoules qui ressemblent à des diodes surpuissantes, ainsi que d'un mécanisme de grappin que l'on active en tournant la lunette, puis que l'on projette en appuyant sur un des boutons poussoirs, avant d'activer le mécanisme de treuil capable de porter le poids de l'espion sans problème, alors que le grappin s'est simplement planté sur une poutre en acier. Efficace ce MI6. Bond semble décidément convaincu de la qualité de cette référence 2531 80 00 puisqu'il la portera à nouveau dans Meurt un autre jour en 2002. Sur cette version au cadran qui semble noir avec un retour au motif de vague, la couronne se désolidarise de la montre pour se planter dans un pain d'explosif C4 et en devenir le détonateur. Il sera activé par une rotation de la lunette au moment voulu. Cette Omega lui est remise par l'accessoiriste du MI6 qui insiste sur le fait qu'il s'agit de la 20e montre qui lui est fournie. Il lui demande d'ailleurs de tenter de la rapporter après la mission, ce qui serait d'après lui une première. Now, new watch. This will be your 20th, I believe. How time flies. CS4007, why didn't you establish a record by actually returning this one? En 2006, c'est au tour de Daniel Craig de reprendre le flambeau de l'espion dans Casino Royale. On change d'acteur principal, mais on ne change pas de crèmerie en ce qui concerne la toquante. Daniel Craig porte une magnifique Omega Seamaster Professional Planet Ocean, référence 2900 50 91. La Seamaster est d'habitude facilement reconnaissable, mais il semble que le personnage joué par Eva Green dans le film n'ait pas révisé ses fiches d'horlogerie, puisqu'elle la prend pour une Rolex, comme elle le dit dans une discussion autour d'un verre de vin dans un train. Rolex. Amiga. Beautiful. Un court échange qui a dû coûter cher à la marque de Bienne et qui fut apparemment mis en place pour officialiser une fois pour toutes la collaboration Omega 007. La Omega Seamaster Professional Planet Océan référence 2900 50 91 est une nouvelle plongeuse au boîtier en acier de 45,5 mm de diamètre vendue par défaut sur un bracelet caoutchouc. Elle bénéficie de la certification COSC et on peut donc lire le mot chronomètre sur le cadran au-dessus de l'indication d'étanchéité à 600 mètres. Elle possède une valve d'hélium, une lunette rotative unidirectionnelle et une couronne vissée. Elle est entraînée par un calibre Omega 2500. Toujours dans Casino Royale, Bond porte une autre Seamaster, la Omega Seamaster Professional 300 m coaxial 2220 80 00. Cette référence reprend quelques caractéristiques de la montre précédente, mais dans un format plus classique de 41 mm de diamètre. C'est également un calibre Omega 2500 qui l'entraîne, et elle offre une étanchéité à 300 mètres. Dans Quantum of Solace, sorti en 2008, Daniel Craig remet le couvert. Il est alors découvert portant une Omega Seamaster Professional Planet Océan, référence 2201 50 00, notamment lorsqu'il se fabrique une sorte de garrot anti-saignement à base d'une chemise déchirée après avoir été blessé au bras. La ligne Planet Océan a été lancée en 2005. Cette référence choisie par Bond offre un boîtier en acier de 42 mm de diamètre sur un bracelet en acier lui aussi, une certification chronomètre COSC, un beau cadran noir, une couronne vissée, une valve à hélium, une fonction de date, une lunette rotative unidirectionnelle et une étanchéité à 600 mètres. Une superbe pièce racée et sportive. Skyfall, sorti en 2012, permet à Daniel Craig de remettre son costume préféré et de changer de montre. Il porte une Omega Seamaster Professional Planet Océan, référence 232 30 42 21 01 001. Elle est clairement montrée à l'écran pendant que Bond conduit une pelleteuse sur un train lancé à pleine vitesse. Pour démontrer la résistance d'une montre aux conditions extrêmes, on peut toujours faire confiance à James Bond. Cette référence de Seamaster étanche à 600 mètres propose un boîtier acier de 42 mm, un beau cadran noir immaculé avec une inscription Seamaster en orange comme le bout de la trotteuse et les autres inscriptions en blanc.
On retrouve les caractéristiques des planètes océans, à savoir une valve à hélium, une certification chronomètre, un verre saphir traité anti-rayures, une lunette rotative, une couronne vissée et une fonction de date. Cette référence possède un fond de boîtier transparent qui vous laisse admirer le calibre Omega 8500 en action. Il s'agit d'un mouvement automatique à échappement coaxial, balancier spirale sans raquette et 2 barilets montés en série, spécialement décorés Côte de Genève en arabesque. Il offre 60 heures de réserve de marche. James Bond est parfois dans des conditions plus calmes que d'habitude. Dans Skyfall par exemple, il passe un certain temps dans les locaux du MI6 pour y passer des tests. Lors d'un rendez-vous avec sa supérieure M, il porte une Omega Seamaster Aquaterra, référence 231 10 42 21 03 003. Un modèle plus discret et un peu plus modeste que la montre qu'il porte sur le terrain, bien qu'elle reste très technique. C'est une montre élégante, robuste et ultra efficace. Elle propose un boîtier acier de 41,5 mm de diamètre sur un bracelet acier lui aussi. Elle est entraînée par le même mouvement que la montre précédente, à savoir le Omega 8500, que l'on peut également admirer ici grâce à un fond de boîte transparent. Elle est étanche à 150 mètres seulement et est donc plus adaptée à des missions sur Terre que dans les fonds sous-marins. En revanche, il s'agit d'une montre anti-magnétique. Son beau cadran bleu laqué et soleillé est travaillé de manière à faire penser aux ponts en bois des bateaux de plaisance. Une nouvelle preuve du bon goût de l'espion britannique. La collection Aquaterra semble avoir tapé dans l'œil de James Bond, puisqu'on le retrouve en 2015 dans Spectre avec une superbe Omega Seamaster Aquaterra référence 231 10 39 21 03 001 qui l'emmène en mission. Cette référence est encore plus discrète avec un boîtier acier de 38,5 mm de diamètre. Toujours entraîné par le calibre Omega 8500, cette Aquaterra garde son étanchéité à 150 mètres, son fond transparent, sa couronne vissée, son verre saphir et son superbe cadran bleu au motif tech très réussi. Un peu plus tard, toujours dans Spectre, Bond se verra confier une nouvelle montre par le successeur de Q, nouveau spécialiste en équipement et accessoires du MI6. Il s'agit d'une Omega Seamaster 300 référence 233 32 41 21 01 001. Bond demandera d'ailleurs à son collaborateur si la montre a une fonction spéciale, question à laquelle il répondra tout d'abord en disant qu'elle donne l'heure, en insistant sur le fait que cela pourrait l'aider à régler ses problèmes de ponctualité. Does it do anything? It tells the time. Like that with your punctuality issues. Anxiety, precisely. Un clin d'œil appuyé sur le fait que les gadgets étaient les bienvenus dans les années Pierce Brosnan, mais que le nouveau Bond fait dans le classique et l'efficace. On découvrira pourtant plus tard dans le film que cette même montre devient une bombe lorsqu'on tourne la couronne vers le haut avant d'appuyer dessus. Cela a comme effet de faire passer les index du cadran à une couleur rouge écarlate, une belle référence à la Submariner de 73 dans Vivre et laisser mourir, et de lancer un compte à rebours de 60 secondes avant l'explosion. Bond porte cette Omega Seamaster 300 233 32 41 21 01 001 sur un très beau bracelet NATO, rayé gris et noir qui était proposé par défaut pour l'achat de la montre lors de sa sortie. Il a d'ailleurs été surnommé le NATO James Bond, et la boucle en acier était gravée 007. La montre a été proposée en édition James Bond limitée à 7007 exemplaires, une première depuis le début de la saga. Cette Omega offre un boîtier acier de 41 mm, un beau cadran noir aux index vintage et une lunette rotative bidirectionnelle en céramique noire. Sa trotteuse Lollipop apporte un détail original. Elle est anti-magnétique et ne sera pas affectée par des champs magnétiques allant jusqu'à 15 000 Gauss. Elle est certifiée COSC, offre une couronne vissée et possède un fond transparent pour observer le calibre Omega 8400. Il s'agit d'un mouvement automatique à échappement coaxial, balancier sans raquette avec spirale en silicium et 2 barilets montés en série comme sur le 8500. Il est lui aussi décoré du motif Côte de Genève, une véritable pièce d'exception. Voilà un petit bonus avant d'en finir avec cette marque, la Omega chronographe calibre 321 référence ST 101 010. Sa Seamaster 300 ayant été utilisée en guise de bombe dans Spectre, James Bond se devait bien de finir le film avec un nouveau garde-temps. Comme on peut l'apercevoir lors de la dernière scène, il a opté pour du vintage avec une Omega chronographe calibre 321, référence ST 101 010. Le modèle exact est impossible à reconnaître en se basant simplement sur les images du film, mais des photos des accessoires pendant le tournage dévoilent ce modèle sorti 50 ans avant Spectre. Cette superbe montre de collection est en effet sortie en 65, année du lancement de l'Aston Martin DB5 que James Bond conduit lorsqu'on le voit porter ce modèle. La montre possède un boîtier en acier de 35,5 mm de diamètre et un beau cadran argenté avec 3 sous-cadrans et une échelle tachymétrique. Le calibre 321 qui l'entraîne est un mouvement mécanique à remontage manuel. Bond la porte sur un beau bracelet en cuir noir. La classe. La sortie du prochain James Bond, Mourir peut attendre, était à l'origine prévue pour le dernier trimestre de 2019, avant d'être repoussée à avril 2020, puis repoussée à nouveau à novembre 2020 en raison de la crise en rapport avec le Covid-19. Il semblerait qu'il soit encore repoussé jusqu'à 2021. Dans ce dernier film, Daniel Craig porte une Omega Seamaster 300 mètres Master Chronometer, édition spéciale 007, référence 210 90 42 20 01 001, sur un bracelet en maille milanaise. Il semblerait d'ailleurs qu'une autre agente 00 porte la même référence dans le film, mais sur un bracelet NATO qui fait penser au bracelet de l'édition spéciale de Spectre. Concernant la montre, il s'agit d'une nouvelle Seamaster au boîtier en titane de grade 2 de 42 mm de diamètre. La lunette rotative bidirectionnelle en aluminium et le cadran sont tous les deux d'une couleur brune tropicale foncée à l'effet vintage magnifique. Le verre saphir bombé anti-rayures vient sublimer le cadran et le design général. Le bracelet en maille milanaise est lui aussi en titane et s'ajoute à l'effet sportif vintage élégant du garde-temps. Il est anti-magnétique jusqu'à 15 000 Gauss, possède une couronne vissée, une valve à hélium et est étanche à 300 mètres.
Son mouvement automatique est un Omega 8806, à échappement coaxial, à balancier sans raquette et avec spirale en silicium. La montre est certifiée non pas en tant que chronomètre, mais en tant que master chronometer, une distinction de précision encore plus haute que le COSC classique. Le mouvement bénéficie d'une décoration Code de Genève en arabesque, d'une précision et d'une minutie hors norme, et offre 55 heures de réserve de marche. Et sinon, vous avez deviné la surprise dont on vous parlait en intro, l'icône horlogère qui a pris le nom du personnage qui la porte dans un James Bond? Il s'agit de la GMT Master 6542, à la lunette bicolore rouge et bleu appelée Pepsi, la toute première GMT Master ayant existé. Elle fut développée en 54 suite à une commande de la Pan American World Airways, aussi appelée la Pan Am, pour équiper ses pilotes étant amenés à effectuer des vols transatlantiques de garde-temps affichant 2 fuseaux horaires simultanément. Dans quel film James Bond a-t-il porté cette pièce de collection? Aucun, c'est Pussy Galore, une James Bond girl présente dans Goldfinger en 64, qui la porte magnifiquement. Une jeune femme portant une montre professionnelle destinée aux hommes a marqué les esprits de l'époque, si bien que cette référence 6542 prendra le sobriquet de Pussy Galore après la sortie du film, 10 ans après le lancement de la montre. Prenons le temps de signaler que Honor Blackman, l'interprète de Pussy Galore, est décédé un mois jour pour jour avant la date de sortie de cette vidéo, après avoir été entre autres la partenaire de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir et de Sean Connery dans James Bond. Elle était devenue une véritable icône féministe. En tant qu'amateur de James Bond et de montres, on a forcément été peiné de son départ à l'âge de 94 ans. Le surnom de la référence 6542 reste donc un beau moyen de lui rendre hommage, tout en nous rappelant la notion du temps qui passe et en nous prouvant que même les James Bond girls prennent des rides. Quite frankly, I don't feel old. I still feel like this woman. La 6542 est la seule référence de GMT Master offrant un boîtier Oyster de 38 mm, et elle ne possède pas de protège-couronne. Elle passera à 40 mm dès la référence suivante. C'est également la seule à être équipée d'une lunette en bakélite, avant d'être remplacée par de l'aluminium en 56. Pour en savoir plus sur cette montre iconique, allez donc jeter un œil à notre article complet sur l'évolution de la GMT Master, le lien est en description, et on l'adaptera probablement en vidéo prochainement. On peut noter qu'une GMT avait aussi fait une apparition dans le Casino Royale de 1967, un film qui ne fait pas partie de la saga principale de James Bond pour des raisons étranges de droit, et qui est plutôt considéré comme une satire de l'espion. Dans ce film, l'espion appelé Sir James Bond utilise une montre en guise de visiophone lorsqu'il reçoit un appel d'une certaine Vesper Lind. On voit alors le visage de cette femme s'afficher sur le cadran. Le logo et le cadran habituel du garde-temps sont alors cachés, mais on reconnaît clairement qu'il s'agit d'une GMT Master. Et vous, quel est votre montre préféré dans cette liste de montres d'espions? Dites-le nous en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, et à très vite sur lecalibre.com.